I, Jimmy Carter, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Janvier 1977. Jimmy Carter prête serment et devient président des États-Unis. Il promet un nouveau départ au pays, encore sous le choc des procès de l'affaire du Watergate et de la démission de Richard Nixon. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations. Mais la guerre froide fait toujours rage entre les États-Unis et l'URSS. À Moscou, le président Brejnev passe en revue ses troupes sur la place rouge. En Grande-Bretagne, la reine Elisabeth célèbre ses 25 ans de règne. Sa Majesté prend un bain de foule parmi ses sujets qui l'acclament. Mais en juillet, à New York, c'est une foule d'un autre type qui se presse autour d'une voiture de police devant le commissariat du 84e district. Ces reporters sont venus couvrir un événement que l'on attendait depuis longtemps. Il s'agit de la capture d'un suspect qui semble être l'un des tueurs les plus bizarres qui ait jamais terrorisé la ville. Tout a commencé non pas sur l'île de Manhattan, la plus célèbre, mais également le plus petit des 5 districts de la ville, mais de l'autre côté de l'East River, dans les 4 autres arrondissements, Brooklyn, Queens, Yonkers et Bronx, où vit la majorité de la population. C'est dans ces quartiers d'apparence paisible qu'un homme, d'abord appelé le tueur au calibre 44, puis le fils de Sam, va durant toute une année faire régner la terreur. Le sud du Bronx est un foyer notoire de criminalité. Mais au nord s'étendent des quartiers plus calmes, où les citoyens, pour la plupart de souche italienne, passent tranquillement leur soirée d'été à discuter sur leur véranda. Le 29 juillet 1976, à 1h du matin, 2 adolescents, Donna Loria et Jody Valente, discutent dans une voiture avant de se quitter. Alors qu'elle en trouve la portière pour sortir, Donna se retrouve face à un homme qui lui tire dessus avec un revolver. Une balle l'atteint au cou, une autre vient se loger dans la cuisse de Jody. Donna meurt en arrivant à l'hôpital. Jody décrit leur assaillant comme un homme d'environ 30 ans, aux cheveux noirs bouclés. 12 semaines plus tard, une autre attaque a lieu à Flushing, quartier généralement calme du Queens. Un homme armé tire sur un couple assis dans une voiture en stationnement. Une des balles blesse grièvement le jeune passager aux cheveux longs qui, de derrière, ressemble à une femme. 1 mois plus tard, également dans Queens, 2 autres adolescents sont blessés par balle. Dans ces 2 dernières affaires, les victimes affirment que le tireur a de longs cheveux blonds. La police ne fait donc pas le rapprochement avec le meurtre de Donna Loria. L'attaque suivante dans le Queens, le 30 janvier 1977, provoque la mort de Christine Freund, 26 ans. Son petit ami vient de la raccompagner chez elle en voiture après une séance de cinéma lorsque, aux environs de minuit, des balles traversent la vitre du côté du passager. Plus tard, son petit ami exprime publiquement ses soupçons. D'après lui, toutes ces attaques sont liées et le tueur vise une cible bien précise. Il faut absolument arrêter cet homme. Sinon, il va blesser ou tuer beaucoup d'autres gens. Il faut l'attraper au plus vite, parce qu'il est dangereux. On raconte que c'est un malade, mais moi je pense que c'est une bonne excuse, et je n'y crois pas. D'après moi, c'est un homme qui ne cherche qu'à tuer et blesser des couples. Peut-être parce qu'il est très laid. C'est peut-être une espèce de monstre qui ne supporte pas de voir des couples. Ou alors il a eu une sale histoire avec une femme et il n'arrive pas à dominer la situation. La police constate que toutes les attaques ont été effectuées avec la même arme. Un revolver Bulldog calibre 44. C'est une arme lourde et peu précise, mais très meurtrière à courte distance. Craignant de provoquer la panique, la police a jusqu'ici évité toute déclaration. Mais à présent, le commissaire de police, Mike Codd, estime qu'il est temps d'alerter la ville et brise le silence lors d'une conférence de presse le 10 mars 1977.
Eh bien, nous espérons que la couverture médiatique de cette affaire par la télévision et la presse incitera chaque jeune homme ou jeune fille à faire preuve de bon sens et à éviter de rester, même peu de temps, dans une voiture garée dans un endroit isolé et sombre, et surtout tard le soir. Combien avez-vous d'hommes qui travaillent sur cette affaire en ce moment? Nous avons plus de 60 inspecteurs qui travaillent à plein temps sur cette affaire. Comment procédez-vous dans votre enquête? Eh bien, en fait, nous obtenons la plupart de nos informations par des appels téléphoniques provenant de personnes habitant les quartiers concernés. Nous recevons aussi énormément de courriers d'un peu partout aux États-Unis et même de l'étranger. Nous suivons chaque piste. Nous espérons obtenir des résultats le plus tôt possible et déboucher au plus vite sur une arrestation. La police est de plus en plus en état d'urgence. Une autre attaque meurtrière vient d'être commise par le tueur au calibre 44, comme on l'appelle maintenant. Virginia Voskerichian rentre chez elle à Exeter Street dans le quartier du Queens, le 8 mars 1977. Elle s'écarte pour laisser passer un jeune homme, mais celui-ci sort un revolver et l'abat. Les balles proviennent de la même arme que celle utilisée pour les autres attaques. À peine 5 semaines plus tard, le 17 avril 1977, c'est encore ce revolver qui est utilisé pour tuer deux amoureux, Valentina Suriani et Alexander Ezo, alors qu'ils sont dans leur voiture au nord du Bronx, près de l'endroit où Donna Lauria a été tuée. Mais cette fois, le tueur laisse un indice. Quand la police arrive sur les lieux, elle trouve une lettre au milieu de la rue, adressée à l'inspecteur de police Joey Borelli. Malgré les fautes d'orthographe, les dernières lignes sont tout à fait claires. Je reviendrai, bang, 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 bien à vous dans le meurtre, monsieur monstre. Plus haut, l'auteur écrit « Je me sens étranger, je suis sur une autre longueur d'onde que tout le monde, programmé pour tuer. J'aime chasser, rôder dans les rues à la recherche d'une proie facile, de la viande fraîche. Je suis le fils de Sam. » Ce nom hante à présent l'imagination de la population new-yorkaise, angoissée par le spectre de nouveaux crimes. Le fils de Sam envoie une deuxième lettre, cette fois-ci au chroniqueur Jimmy Breslin. Elle commence ainsi. « Bonjour des caniveaux de New York, plein de fumier, de chiens, de vomi, de vin rance, d'urine et de sang. La lettre contient une sinistre menace. Sam est un gars assoiffé. Il ne me permettra pas d'arrêter de tuer avant d'avoir son compte de sang. » Et effectivement, un mois plus tard, le 26 juin 1977, le sang coule encore. Judy Placido et Salvatore Lupo sont attaqués à bout portant dans leur voiture alors qu'ils reviennent d'une soirée dans une discothèque du Queens. Les policiers perplexes sont désormais confrontés à plusieurs descriptions du tueur. Certains témoins parlent d'un homme aux longs cheveux blonds tandis que d'autres le décrivent avec des cheveux bruns et bouclés. Le seul lien cohérent entre tous ces meurtres, c'est l'arme. Le même bulldog calibre 44. La police échafaude deux hypothèses. Soit il y a deux tueurs, soit il n'y en a qu'un seul, aux cheveux foncés, portant parfois une perruque blonde. Des portraits robots sont diffusés. Le fils de Sam ajoute un autre couple à la liste de ses victimes. Mais cette fois, le filet se resserre. Stacy Moskowitz et Bobby Violante sortent ensemble pour la première fois. Ils vont d'abord au cinéma, puis dînent au restaurant. Vers 2h moins le quart du matin, ils s'installent confortablement pour flirter dans la voiture de Bobby, sous un lampadaire de Shore Parkway, près du champ de foire de Coney Island. Le meurtrier les regarde s'embrasser, puis ouvre le feu. Stacy est atteinte à la tête et meurt le lendemain. Une balle frappe Bobby en plein visage et le rend aveugle. Un habitant du quartier exprime sa surprise.
Je ne dis pas que je me serais senti en parfaite sécurité, mais tout comme les gens qui étaient garés là, je pense que j'aurais peut-être rigolé si quelqu'un avait dit que le tueur au calibre 44 viendrait par ici. Hélas, Stacy Moskowitz était elle aussi trop confiante et cela lui a été fatal. À présent, sa famille ne peut que pleurer la perte de la jeune fille. Ce sera la dernière victime du fils de Sam. Car cette fois, le meurtre s'est déroulé devant plusieurs témoins. L'un d'eux se trouve détenir un indice décisif. Durant 3 jours, Cecilia Davis a gardé le silence de peur de représailles du fils de Sam. Mais finalement, elle décide de se présenter à la police. Elle déclare qu'à 2 heures du matin, peu après le meurtre et à quelques mètres de là, elle a vu une Ford Galaxy jaune stationnée illégalement près d'une bouche d'incendie. Un jeune homme a retiré un PV du pare-brise avant de démarrer. La police examine ses fichiers de procès-verbaux. On retrouve un PV dressé ce jour-là et à cet endroit à un certain David Berkowitz du quartier de Yonkers. 2 inspecteurs se rendent chez Berkowitz. La Ford Galaxy jaune est garée devant l'appartement. À travers la fenêtre, les policiers aperçoivent la crosse d'un revolver qui dépasse d'un sac. Dans la voiture, ils trouvent une lettre adressée au commissaire de police. Il s'agit indubitablement de l'écriture du fils de Sam. La lettre menace d'une nouvelle attaque sur Long Island. Je crois que nous le tenons, dit l'inspecteur Ed Zigo. La voiture et l'appartement sont mis sous surveillance. Six heures plus tard, un jeune homme corpulent aux cheveux foncés sort de l'appartement et monte dans la voiture. Les policiers l'interceptent et lui ordonnent de ne pas bouger. Le jeune homme leur fait un sourire radieux. Quand on lui demande qui il est, il déclare simplement « Je suis Sam ». Il ne pose aucune résistance. On le conduit au commissariat du quartier. La nouvelle de la capture du fils de Sam se répand comme une traînée de poudre. David Berkowitz avoue en souriant tous les meurtres du fils de Sam. Il admet aussi être l'auteur des lettres. Il est si coopératif que l'interrogatoire préliminaire ne dure qu'une demi-heure. La traque a duré 12 mois. La police convoque la presse pour une déclaration. Les inspecteurs, Charles Higgins et John Womoro, faisaient le guet sur le toit pour couvrir l'arrière. À ce moment, nous avons vu un homme sortir de l'immeuble et monter dans la voiture. Quand il a mis le contact, nous l'avons interpellé. L'appartement de Berkowitz est fouillé. La police y découvre des armes. La presse interroge alors les voisins de Berkowitz. Ceux-ci ne cachent pas leur surprise et leur effroi. Ce que j'ai trouvé de vraiment effrayant, c'est qu'il habite si près. Tout le monde dit que c'est un monstre, mais vous savez, il était vraiment très gentil avec nous. Nous n'avons vraiment jamais eu de problème avec lui. Je suis stupéfaite d'apprendre que c'est lui, parce que jamais je n'aurais pu imaginer ça. Juste à côté de chez moi, c'est carrément incroyable. Les habitants de New York sont à présent soulagés. La terrifiante menace est enfin écartée. Je suis vraiment heureuse qu'il l'ait attrapé. J'ai un fils et je n'étais pas tranquille quand il sortait. Je ne savais jamais s'il allait rentrer. L'angoisse est terminée. Tout le monde suspectait tout le monde. On avait peur de s'asseoir sur la véranda, personne ne voulait sortir la nuit. Mais maintenant, c'est fini. Ils l'ont pris. Le maire de New York, Abby Beam, félicite la police. Je veux exprimer toute la gratitude de la ville de New York à cette superbe équipe de policiers qui a résolu cette affaire vraiment déroutante. C'était comme chercher une aiguille dans une meule de foin. Et tous les New-Yorkais, j'en suis sûr, remercient la police, leurs familles, les bénévoles et les inspecteurs à la retraite qui se sont tous mobilisés. Lors de son premier interrogatoire, David Berkowitz raconte à la police une histoire incroyable.
Il aurait été poussé au meurtre par les voix de démons qui l'accompagnaient lorsqu'il partait en quête de victimes et qui lui disaient quoi faire. Il prétend que ces voix lui ont dit qu'il était issu de son voisin, Sam Carr. Les ordres de tuer lui étaient transmis par le chien de Carr. L'appartement de Berkowitz donne sur la maison de Carr. L'enquête révèle des éléments de plus en plus obscurs. Berkowitz n'a jamais rencontré Carr, mais il lui a écrit des lettres dans lesquelles il se plaint des hurlements de son chien, un labrador noir. La presse tente d'obtenir des explications du soi-disant père infernal de Berkowitz, mais en vain. Le siège central de la police publiera toutes les informations et j'ai appris qu'ils feront un communiqué. Vous pouvez contacter le bureau du chef. Pouvons-nous parler à M. Carr? Non, Monsieur Carr a reçu l'instruction de ne rien dire à la presse. On apprend que la maison des Carr a été plastiquée il y a peu de temps et qu'on a tiré sur leur labrador noir. Ces révélations alimentent les conjectures. Berkowitz reconnaît être l'auteur de ces actes. Le fait que le chien ait survécu prouve, selon lui, que c'est un démon. Né le 1er juin 1953, David Berkowitz est l'enfant non désiré d'une liaison entre sa mère et un homme d'affaires marié. À sa naissance, il est adopté par Nathan et Pearl Berkowitz. Mais Pearl meurt d'un cancer alors que David n'a que 13 ans. Et ce tragique événement traumatise le garçon. Pire encore, il se sent trahi lorsque Nathan se remarie en 1971. David Berkowitz ne s'entend pas avec sa nouvelle belle-mère et sa demi-sœur. Il quitte bientôt la demeure de son père adoptif. Il rejoint l'armée et fait son service en Corée, où il fait l'expérience de la drogue. Lorsqu'il quitte l'armée en 1974, il rentre à New York et trouve un emploi dans les services postaux. Quelques heures après son arrestation, Berkowitz accueille l'annonce de son inculpation avec le sourire. Sa famille a engagé 2 avocats pour sa défense. Le juge ordonne que l'accusé soit interné à l'hôpital de Kings County pour un examen psychiatrique. À l'hôpital, Berkowitz raconte comment il a été poussé à tuer par des voix démoniaques. Les psychiatres remarquent son sentiment d'inadaptation et sa frustration sexuelle. Le public est surpris par l'ampleur du dispositif des sécurités dont le meurtrier fait l'objet. L'enceinte de l'hôpital est fermée à tout le monde, y compris, comme vous le savez, à la presse. Des policiers sont postés sur le toit et on l'a emmené dans un véhicule fermé avec une escorte à moto. La plus importante équipe de la division judiciaire de New York est chargée de l'escorte. Pourquoi la sécurité est-elle si stricte? Eh bien, c'est évident. Cet homme a attaqué 13 personnes et en a tué 6. Il y a toujours le risque qu'il tente de s'échapper ou que quelqu'un dans la ville veuille se venger personnellement de lui. Cet homme doit être protégé. Ses droits constitutionnels et civils doivent être préservés. Il a droit à un procès et nous devons faire en sorte qu'il en ait un. Entre-temps, la police étudie les armes qui ont été découvertes dans l'appartement de Berkowitz, ainsi que des poèmes visiblement écrits de la main du fils de Sam. Mais c'est surtout ce revolver qui retient l'attention. C'est un calibre 44 découvert dans la voiture du meurtrier et reconnu comme l'arme des meurtres. On découvre que Berkowitz a écrit d'autres lettres anonymes. 2 ont été adressées à un officier de police, Greg Glassman, qui habite dans le même immeuble que lui. Le 13 juillet, j'ai reçu une 2e lettre. Elle est arrivée par la poste. Elle provenait de la même personne que la première. Mais dans la 2e, l'auteur m'appelait mon supérieur Greg Glassman. Puis à la ligne suivante, sergent Glassman. Donc, cela me fait penser que ce devait être quelqu'un qui m'avait vu en uniforme. Pouvez-vous nous la lire? Oui. Mon maître, Craig, vous serez puni. Craig, comment osez-vous me forcer à sortir la nuit et exécuter vos ordres? Je vous promets, Craig, que le monde crachera sur vous et votre mère.
Nouveau paragraphe. Je sais, maître, que je suis condamné. Mais ne croyez pas que je ne vais pas parler de vous aux autorités. C'est vrai. C'est moi le meurtrier. Mais Craig, les meurtres sont sur vos ordres. Je vous verrai vous tenir nu lors du jugement. Le monde se lèvera d'allégresse. Craig, le terrible, le mauvais, est mort. Upon your condemnation, the world shall rise in jubilation. The terrible wicked Craig is dead. They shall shout. Voilà ce qu'ils crieront. The streets have Les been rues filled sont with remplies de blood. sang, Glassman, à ta demande. Signé ton frère. Your brother. Une lettre signée Sam Carr a été envoyée à la famille Cassara, qui a tenté sans grand succès de faire intervenir la police. J'ai appelé la police du district de Yonkers la semaine dernière et j'ai parlé à l'inspecteur Lorenzo. Je lui ai demandé s'il était au courant de l'affaire Carr, du chien qui avait été blessé et de la bombe. Il a dit qu'il n'en savait rien. J'ai dit, eh bien, la maison de M. Carr a été incendiée. On a tiré sur son chien et le pauvre homme a reçu des lettres anonymes. Je sais qu'il vous les a montrées. Lorenzo a répondu, je sais tout cela, venez-en au fait, que voulez-vous? J'ai dit, eh bien, la bombe dans sa maison, vous savez? Sa maison n'a pas été plastiquée, a-t-il dit. Berkowitz a échappé plusieurs fois à la police. Après le meurtre de Virginia Voskerichian, sa voiture est arrêtée à un barrage routier. Son calibre 44 est sur le siège à côté de lui. Mais juste avant que ne vienne son tour, la perquisition des voitures est abandonnée. De plus, l'un des portraits robots est effectivement très ressemblant, à part la couleur des cheveux. 2 semaines après son arrestation, le fils de Sam est emmené au tribunal pour le début du procès. 2 psychiatres ont conclu qu'il souffre de schizophrénie paranoïaque avancée. Néanmoins, le procureur général de Kings County fait valoir l'opinion d'un psychiatre légiste qui déclare que les signes de paranoïa dont souffre l'accusé ne remettent pas en cause sa capacité de comparaître en justice. L'avocat de Berkowitz, Mark Heller, plaide d'abord non coupable, puis annonce finalement sa décision de plaider la folie. Il craint que son client ne puisse jamais avoir de procès équitable. Je lis que la presse, même internationale, compare cette affaire à celle de Jack l'Éventreur. Je doute sérieusement que dans ces conditions, il puisse jamais y avoir un procès équitable. Il s'agit maintenant de savoir si Berkowitz est apte à passer en jugement. L'un des juges annonce qu'il refusera d'accepter tout aveu de culpabilité tant que Berkowitz s'obstine à parler de démons, puisque cela le désigne clairement comme étant aliéné. Mais le juge Corso voit la chose différemment. Il explique pourquoi il pense que le procès doit avoir lieu. J'ai trouvé l'accusé apte à comparaître. Quant à son état au moment où il a commis ses crimes, je n'ai pas rendu de décision à ce sujet. Je sais qu'il est peut-être reconnu comme responsable pour cause d'aliénation mentale. L'arrivée du fils de Sam au tribunal fait sensation. Craignant la colère du public, la police l'a transféré dans un fourgon blindé. La Cour suprême de New York est entourée de barricades et la police déploie des moyens impressionnants. Mais la comparution de David Berkowitz y sera de courte durée. Il plaide coupable. La thèse du psychiatre de la défense sur l'incapacité mentale est acceptée et la demande d'un procès complet est rejetée. Le fils de Sam est condamné à une peine qui au total se monte à 365 ans d'incarcération.